Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à ce programme du soir, tout au clair, sur la télévision du Monde. Ce mardi encore, nous sommes du rendez-vous pour échanger, commenter avec vous une actualité de la semaine. Et justement, cette semaine, une annonce a été faite autour de la réforme du processus que seul le code électoral consensuel gage de bonnes élections au Cameroun. C'est davantage une sortie qui a été diversement apprécié par les acteurs politiques sur le terrain. Certains estiment qu'une fois encore, le président national du MRC se lance sur une posture qui vise davantage à plaider pour sa cause, changement des forces, davantage qui voudrait se mettre dans la perspective de l'Union pour renverser le régime en place. D'ailleurs, c'est l'idée principale nourrie par le président national du MRC, le politique. D'ailleurs, à raison de cet appel, nous avons fait le choix de nous consacrer à cette thématique ce soir dans le cadre de ce programme de Tout au clair sur la télévision du Monde. Et avec nos invités, nous ferons le tour de la question, mais au-delà de l'actualité camerounaise, une autre actualité parle peut-être au Cameroun africain, mais un pays de l'Afrique de l'Ouest où la démocratie est également à l'épreuve. De nombreux jeunes sont descendus dans la rue pour appeler à une justice et à une meilleure démocratie dans leur pays à raison de l'arrestation interpellés et mis aux arrêts à raison d'une affaire de mœurs. Mais cela n'est pas du goût de ces militants qui par milliers ont marché, mis à sac à la capitale Dakar, attentant même à la vie de certaines personnalités, mais monté au créneau guerre à travers un appel. Ils demandent justement l'apaisement en réduisant le dispositif de couvre-feu qui a été déployé dans la capitale Dakar. Mais comment comprendre ces mouvements dans une démocratie également en construction? Tout au clair sur la télévision du Monde. Tout au clair est une émission interactive et avec nos invités, nous ferons donc le tour de ces deux questions posées sur la table du débat. Je rappelle que vous pourrez venir directement à partir de notre page Facebook LTM TV officielle et avec vous, mesdames, messieurs, nous ferons le tour des questions posées sur la table du débat. Ce soir, je le rappelle, nous aurons des acteurs triés sur le volet. Avec eux, nous ferons le tour de la question. Merci de nous retrouver dans le cadre de ce programme de Tout au clair sur la télévision du Monde. Mesdames, Messieurs, merci encore de nous faire l'honneur de nous accompagner comme tous les soirs, lundi, mardi et mercredi sur la télévision du Monde. Camerounais pour la réconciliation nationale au cœur justement de cette actualité également de réforme du processus électoral. Et c'est un conseiller municipal de cette formation politique. Voici contribuant de la troisième qui nous accompagne ce soir, Vincent Yédé, c'est son nom. Bonsoir à vous, Vincent Yédé. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir à mes companélistes et bonsoir. D'autres acteurs politiques vont nous accompagner dans le cadre de cette émission de ce soir. Et parmi ces acteurs politiques, nous aurons notamment le représentant du NMP, le nouveau mouvement populaire. C'est une formation politique de l'OP. Une fois de plus, Bertrand, bonsoir à vous et merci de nous accompagner ce soir. Bonsoir, M. Montomé. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à vos milliards de téléspectateurs. Bonsoir à mon copanéliste du PCRN. Très content de partager le plateau avec lui. Il y a d'autres que vous allez très certainement présenter. Il faut dire ici que je donnerai pas plus ou moins la position de mon parti politique. Parce que c'est une question effectivement qui doit nous amener à réfléchir, à travailler véritablement dessus. Mais je parlerai de cette question, nous travaillons dessus et le moment venu véritablement, on parlera plus en profondeur de cette question. Merci à vous, Monsieur Bertrand Tachinda, d'être avec nous dans le cadre de cette émission de Tout au clair de ce mardi sur la télévision du Monde. D'autres acteurs politiques vont nous accompagner, notamment notre consultant permanent, Abel Elimilobet, avec nous ce soir. Abel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être du rendez-vous encore ce soir. Merci. Je placerai cette émission sous le triste signe des malentendus que nous vivons depuis les dernières élections locales, municipales notamment, qui sont au cœur de la problématique de la décentralisation.
Et nous avons une impression persistante que il y a des gens qui veulent travailler pour que la décentralisation ne soit pas une réalité spécifique qui caractériserait une évolution sensible de notre vie politique. À eux, ces gens-là, sur lesquels nous allons inévitablement revenir en précisant leur qualité et leur statut, je voudrais leur dire que tous ceux qui travaillent contre la réussite de la décentralisation amènent sur la table des arguments en faveur des thèses de retour au fédéralisme. Merci beaucoup à vous, Abel. Ils doivent donc faire très attention. Merci beaucoup à vous, Abel, d'être avec nous dans le cadre de cette émission de ce soir. Je rappelle que c'était le sujet de ce lundi et ce mardi, nous parlerons d'autre chose, même si, avec peut-être l'évolution de l'actualité, nous pourrons revenir sur cette actualité ou sur cette affaire autour de la décentralisation qui semble diviser les acteurs de la classe politique Cameroun. Un acteur politique allemand est avec nous ce soir, c'est le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est enseignant dans les universités du Cameroun. Lui, c'est le docteur Patrick Rifou qui est avec nous. Patrick Rifou, bonsoir. Bonsoir Frédéric Mouktomé, bonsoir à mes companélistes et aux milliers de téléspectateurs de tout au clair. C'est toujours un bonheur de savoir votre formation politique comme toutes les autres formations qui nous accompagnent dans le cadre de ces échanges interactifs sur la télévision du monde. Je rappelle que le numéro qui va s'afficher au bas du petit écran, mesdames et messieurs, est un numéro essentiellement réservé aux SMS. N'appelez pas à ce numéro de téléphone comme le font déjà certains téléspectateurs. C'est un programme tout au clair sur la télévision du monde. Et notre acteur est avec nous dans le cadre de cet échange de ce soir. C'est le représentant du Social Democratic Front, le SDF également, qui est au cœur de cette actualité de la modification probable du processus électoral. Ismaël, donc, c'est son nom, il est juriste. Bonsoir à vous. Bonsoir Frédéric et bonsoir à tous les companélistes. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de la télévision. Pour définitivement ouvrir cette émission de ce soir, un appel a été lancé il y a quelques jours par un acteur politique de l'opposition. Cet acteur nous reprécise le fond de sa pensée. Je vais être assez. Le code électoral consensuel est un gage de bonnes élections au Cameroun. Quelle est l'analyse que vous en faites aujourd'hui? Que cela vienne de M. Kamto, c'est regrettable. Il ne devrait pas être celui qui porte ce type de voix, dans la mesure où hier il était de ceux qui ont galvaudé. Je suis de ceux qui lui en tiennent rigueur. Je lui en tiens rigueur d'autant plus que lorsque nous allions à l'élection présidentielle, qui devrait être le commencement d'un cycle électoral déterminant parce que ça fait bientôt 30 ans que l'opposition lutte. Et lorsque on a combattu 30 ans durant, on ne peut pas se familiariser avec les échecs, s'en abuser avec. Les élections de 2018 présidentielles, qui sont donc des élections déterminantes dans la structuration de la vie politique, étaient des élections. Cette ordre d'idée-là, M. Kamto et tous ceux qui font à peu près comme lui savent qu'ils ont emporté la responsabilité de ne pas faire un consensus. Ils sont donc mal placés aujourd'hui pour appeler à un consensus, même si un consensus de l'opposition est une nécessité stratégique. Il n'en demeure pas moins vrai que ce n'est pas bien fondé que ça vienne de la bouche de n'importe qui. C'est-à-dire ceux qui ont fusé hier le consensus, c'est eux qui découvrent maintenant que le consensus est indispensable et veulent avoir les devants. Et veulent, on ne dira pas que je leur fais un mauvais procès, mais certaines postures sont dangereuses parce qu'elles laissent penser que on se saisit de la question d'un avènement, d'une modification éventuelle du code électoral
Pour, se donner bonne conscience en appelant à un consensus de l'opposition sur la question. 2, en voulant utiliser ce problème-là pour construire un leadership. D'accord. Or, s'il vous plaît, la question du code électoral échappe à tous les calculs de leadership, de toute recherche de leadership. Il ne s'agit pas d'être celui par qui on aura fait une entente. Il s'agit de savoir que nous luttons depuis 30 ans, que peut-être, enfin, le président de la République et le régime, et son régime, consentent à faire des évolutions. Qu'il ne serait pas bon pour les 300 partis de l'opposition d'arriver devant le RDPC et le régime, le gouvernement aussi, avec 300 000 propositions, ce qui ferait désordre, ce qui servirait les intérêts des conservateurs, qui diront, bah écoutez, ils disent la même chose ou ils disent pas la même chose, ils sont 300 propositions, on ne sait pas quoi faire. sur cette question. Il est important donc que l'opposition ait la capacité à venir avec un petit nombre de qui ont déjà d'ailleurs fait l'objet aujourd'hui de partage. Alors, on a donc cet acteur politique. Je rappelle que pour cette émission de ce soir, nous avons justement invité les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui, malheureusement, ont désisté, ont fait le choix de ne pas venir à ce programme. Mais nous avons tenu tout de même à faire le débat autour de la question, puisqu'elle est essentielle pour la classe politique camerounaise. Aujourd'hui, la question est donc sur la table du débat. Il est question de ce consensus dans le processus électoral et c'est davantage un acteur politique de l'opposition qui lance un appel à cette mobilisation d'ensemble. Je voudrais, de prime abord, m'insurger contre la théâtralisation de la scène politique nationale. Pourquoi pensez-vous à la théâtralisation? Je voudrais vous rappeler qu'il y a de cela quelques semaines encore, on demandait les comptes à ceux qui ont mené une opération de collecte de fonds pour la gestion de la pandémie, la Covid, dans une opération qui a connu une très large publicité. Nous n'en sommes pas sortis qu'on est arrivé à une interpellation des députés de la nation, ceux-là qui ont pris sur eux le courage de se présenter aux élections que les autres ont choisi de boycotter. Quelques jours après, c'est la présentation d'un livre. Et puis, il y a cela 2 jours encore, cet appel. Non. On ne peut pas passer tout le temps à créer des occasions pour se mettre au devant de la scène. Il est mal placé actuellement pour venir poser ce genre de problème. Parce que de bout en bout, il a refusé de prendre part à ce processus électoral. Si nous sommes tous d'accord sur la nécessité d'apporter des améliorations, nous sommes également d'accord sur la nécessité de se réunir, de fédérer nos moyens et nos actions pour lancer à travers les médias qu'on pense pouvoir se positionner pour rassembler les différents acteurs politiques. Non. Je crois que lorsqu'on est sérieux, on crée des passerelles. Et c'est passerelle-là se passe de toute publicité. Donc, vraiment, j'aurais préféré qu'on parle d'autre chose là que de nous imposer une actualité, de nous imposer un acteur politique qui lui-même s'est disqualifié sur les 5 prochaines années. Il est disqualifié. Donc, revenir à chaque fois comme ça, avec un sujet pour se remettre en scène, je dis que ça c'est théâtraliser la scène politique nationale et je m'insurge contre cela. Alors, Ismaël, donc du SDF, est-ce qu'on est dans cette théâtralisation ou on est dans une véritable nécessité de voir la classe politique se mettre ensemble pour construire un idéal, celui d'un processus électoral transparent, crédible et suffisamment honnête? Je voudrais seulement, à la suite des autres panélistes, dire une chose différente. Parce que nous nous rappelons que sous le regard de votre consultant, l'appel
la main tendue aux acteurs politiques camerounais pour qu'on puisse parler d'une même voix a toujours été, ce glas avait toujours été sonné par le SDF à travers notre chairman. Monsieur Abel Limbilombe le sait très bien. En 2004, pendant les présidentielles, nous avons essayé de construire une coalition forte. En 2011, c'était pareil. Alors, si aujourd'hui, M. Kamto, qui hier était dans le gouvernement de Paul Biya, ce gouvernement qui nous a empêchés d'arriver à ses fins, se rend compte que c'est nous qui avions raison, parce que nous avons toujours eu raison en cette matière-là, et demande aux autres acteurs de revenir vers nous pour qu'ensemble nous préparons. Parce que moi je pense que le débat dit que M. Kamto s'est mis hors jeu, M. Kamto et son parti, c'est vrai. Je ne voudrais pas que l'on essaie de taper davantage sur eux, parce que je pense véritablement que dans ce parti, ces acteurs politiques-là, du moins ceux qui ont pris la résolution de leur participer aux élections municipales et législatives, le regrettent amèrement déjà aujourd'hui. Donc nous pouvons leur faire quelques amitiés en essayant de comprendre la position dans laquelle ils se trouvent. 5 ans c'est long, nous l'avons toujours dit, et eux-mêmes ils en sont conscients. Alors n'enfonçons pas davantage le clou. Essayons plutôt de voir, parce que nous, au SDF, nous prenons ce propos de façon très positive, parce que ça a toujours été une guerre que nous avons menée contre le régime. Et si c'est M. Kamto qui a été dans la machine qui nous a empêchés d'arriver à cette fin, qui aujourd'hui se rend compte, parce qu'en 2018, il avait dit, il est difficile aujourd'hui au Cameroun de partir en solitaire à une élection et de la gagner. Malheureusement, 2018 a donné ce que ça a donné. Aujourd'hui, ils reviennent. Nous attendions plutôt qu'ils viennent, qu'ils ne se mettent pas sur les médias, mais qu'ils fassent le travail de terrain, qu'ils viennent rencontrer le chairman, qu'ils aillent rencontrer les autres leaders pour essayer de discuter avec eux avant de venir se mettre sur la place, pour que ensemble, si ces gens pondaient ensemble un communiqué, pour moi, ça aurait pu... Mais il faut qu'on les comprenne, ils sont dans leur rôle. On ne peut pas leur donner une ligne de conduite politique, parce que un parti politique, c'est une association, chacun a son calendrier, ok? Chacun a ses vicissitudes dans son parti. Ils sont dans une mauvaise posture, comprenons-les, ils essayent de survivre, et puis nous n'allons pas leur faire ce procès-là. Alors, il faut peut-être pas leur faire le procès. Patrick Griffoué, sur la question, est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui la sortie de ce leader d'un parti politique, je ne vais pas dire leader de l'opposition, parce qu'en même temps, on va me faire le reproche de ce qu'il n'a pas de représentant dans les postes électifs à travers le triangle national. Bon, écoutez, est-ce que la modification était recommandée par l'organe en charge des élections, c'est-à-dire ELECAM? Maintenant, une fois que je dis ça, il faut rappeler que c'est un processus législatif, quand bien même il faudrait modifier la loi électorale. Donc il faut passer par l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il est nécessaire, s'il faut un consensus, ce sera le consensus de qui avec qui? Est-ce qu'il faudra un consensus entre les partis représentés à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il faudrait un consensus avec des partis qui n'ont aucune légitimité? Parce que j'ai envie de dire simplement, le consensus au fond, il n'est pas démocratique. Hein. La démocratie, c'est la moitié plus 1. C'est ça le principe démocratique. La moitié plus 1, vous l'emportez. Quand vous l'emportez, vous gouvernez. Donc, est-ce que pour modifier la loi électorale, le gouvernement a besoin du consensus alors qu'il a reçu la majorité des Camerounais pour gouverner justement, c'est-à-dire pour pouvoir légiférer, parce que c'est de ça qu'il est question. Le gouvernement n'a absolument pas besoin d'un consensus pour pouvoir légiférer sur ces questions-là. Il a reçu mandat du peuple à travers la majorité que le peuple camerounais a conféré au RDPC. Donc aujourd'hui, nous au RDPC, nous n'avons pas besoin du consensus avec les partis d'opposition pour pouvoir modifier la loi électorale. Maintenant, ces partis-là peuvent être consultés. Ça, c'est la règle. Mais parler de consensus, ça supposerait qu'il faille que tout le monde soit d'accord. Donc,
si tout le monde n'est pas d'accord, s'il y a un seul qui n'est pas d'accord, vous n'êtes pas dans le consensus. Parce que le consensus, c'est qu'il y a un accord commun. Or, ceux qui prônent le consensus cherchent, c'est vrai, effectivement, arriver à une situation de blocage parce qu'ils vous diront « je ne suis pas d'accord avec telle disposition, je ne suis pas d'accord avec telle disposition ». Donc on sera dans une situation de blocage et il ne sera pas possible justement de modifier la loi électorale quand bien même le gouvernement le voudrait. Parce que pour le moment, je tiens à dire que le débat sur la modification de la loi électorale vient de ce que Elecam, qui est un organe technique, a demandé à ses responsables de faire remonter des propositions. Mais Elecam n'a pas la capacité de modifier la loi électorale. Elecam peut faire des recommandations au gouvernement. Et le gouvernement est libre d'en tenir compte ou pas. Donc, pour moi, au fond, c'est un sujet qui me semble avoir très peu de pertinence dans le contexte actuel. Maintenant, bon, ça arrange certains, ça arrange le consensus pour modifier la loi électorale ou pour la maintenir en l'état, puisque nous avons la majorité à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, docteur Rifoué, sur cette question. Aujourd'hui, une sortie est là. Elle semble diviser la classe politique. Les uns sont en faveur de ce consensus-là, d'autres, par contre, ne le voient pas d'un très bon œil, parce qu'estiment que ce consensus pourrait davantage cristalliser, diviser cette classe politique de l'opposition, peut-être même la classe politique tout entière. Monsieur Moutomé, sur des questions électorales importantes, sur des questions politiques, vous n'aurez jamais le consensus. Et là, je suis d'accord avec M. Rifoué. Pourquoi le consensus? D'abord, moi, j'aimerais pas qu'on parle même, qu'on mette ces questions politiques sur la table maintenant. Le président a deux défis. Regain d'une crise sanitaire qui commence à questionner. Ça, c'est important. C'est important. Et tous les jours, nous avons de nouveaux décès et même de personnes très importantes dans la République positifs au Covid. Voilà des questions importantes pour moi. La fin de la crise dans le Nozo. Tous ces petits généraux-là, ces petits criminels-là, ils ont été mis hors d'état de nuire. C'est une question... Pour le gérant de la expliquer qu'une note interne d'Elecam qui disait de remonter éventuellement, comment je vais dire, qu'un certain nombre de réformes sur le code électoral ne peut pas être repris par un acteur politique et venir véritablement mettre en mal ses priorités pour nous, qui sont ces deux priorités. Premier point. Deuxième point. Ben non, le code électoral aidera personne à gagner des élections. On gagne les élections parce qu'on a l'adhésion des Camerounais. Les Camerounais se mobilisent pour vous parce que vous représentez quelque chose pour eux. Il n'y a pas un code électoral. Vous savez, Moutomé, on nous expliquait que nous sommes le pays le plus arriéré en matière électorale. Et on nous donnait l'exemple de quelques pays. Sénégal, Mali, Ghana. On a organisé 5 élections majeures dans ce pays. Et les CAM, pas un mort. Pas un mort. Dans les pays où on décrétait les prix Nobel de démocratie, 12 morts, Ghana. 12, mais encore, certains parlent d'une trentaine de morts. On nous expliquait que, voilà le prix Nobel, il n'y a rien. Allez apprendre à l'école ghanéenne. 12 morts, 15, 20 morts. Donc, en matière de gestion électorale, aucun pays africain n'a donné des leçons à Elecam. Elecam a ses tares. Qui n'a pas d'état? Vous avez vu la dernière élection américaine? S'ils pouvaient venir apprendre chez nous. Là-bas, c'était tout sauf une élection. C'est-à-dire véritablement tout sauf une élection, la dernière élection américaine. D'ailleurs, ils en sont encore à bagarrer dans la rue pour cette élection. Parce qu'il y a un toujours candidat qui dit « Je reconnais, on m'a volé ma victoire ». Et il est clair, ses avocats le démontrent. Donc vous voyez donc que cette question-là, pour quelqu'un aujourd'hui qui veut gagner un leadership, juste après les élections présidentielles, mon ami Serge Matomba sur l'élection, il a appelé les acteurs politiques de l'opposition à venir réfléchir pour un code électoral. Il allait rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Qui lui a répondu? Pourquoi on n'a pas répondu à son appel? C'est un acteur politique. Au nom de quoi quelqu'un se lance dans les réseaux sociaux, j'en appelle. Et puis ses partisans disent même humblement, ils apprennent déjà le mot humble. Comme on dit au Cameroun, à quelle heure? À quelle heure vous apprenez le mot humble? Mon ami Matomba me l'a dit. Il me dit, monsieur Tatinda, j'ai écrit aux acteurs politiques. Les réformes du code électoral datent depuis l'Union pour le changement. Je n'étais pas encore au Cameroun. Le grand frère Elim Bilobé va nous dire. Qui n'a pas de réforme pour l'évolution du code électoral? Même nos amis du RDPC. Beaucoup disent que oui, il faut avancer. C'est-à-dire qu'une démocratie se construit. Mais ça ne se construit pas sur l'appel d'un acteur qui, en même temps, aujourd'hui, n'ayant pas réussi à mettre ce pays véritablement dans une situation insurrectionnelle, s'il avait réussi à mettre ce pays dans une situation insurrectionnelle, si on serait en guerre civile, on appellerait à faire quoi là maintenant?
Et nous, on expliquait que le score même obtenu, c'est-à-dire que les 14% obtenus, n'est pas très mauvais. On peut travailler à partir de 14% et doubler son score à une prochaine élection présidentielle. Et comment je vais dire fédérer une large majorité? Non. Le comportement était inacceptable. Inacceptable. Donc, vous voyez que c'est vrai, on peut toujours trouver sur un code électoral ce qu'il faut modifier. On peut modifier à l'infini un code électoral. D'ailleurs, en France, on est en train, les acteurs font pression pour qu'on modifie le mode de scrutin. Parce que vous avez des partis qui ne représentent pas grand-chose, qui arrivent à avoir des groupes parlementaires à l'Assemblée. Donc, en politique, on peut toujours modifier. Mais nous disons, pour l'instant, le gouvernement a une véritable priorité. C'est-à-dire que cette Covid-là, donc, véritablement, c'est une question certes à discuter, mais cet acteur politique-là ne peut pas nous distraire. C'est-à-dire, ne peut véritablement pas nous distraire. Alors, Abassan parlait de distraction, comme le pense Jean-Bertrand Tatsinda autour de cet appel. Vous avez évoqué la question de la nécessité de cette coalition, permettez-moi, ou alors de ce consensus autour de la modification du processus électoral. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de poser véritablement la question sur la table et d'en discuter avec tous les acteurs possibles de la classe politique camerounaise? Et c'est peut-être ce que fait Maurice Kamto à travers son appel. Oui, M. Maurice Kamto peut aspirer à le faire. Je dis simplement qu'il n'est pas la bonne personne. C'est tout. Mais personne ne doit lui refuser d'envisager de vouloir être... Il a ses calculs politiques, il a ses agissements, etc. Sauf que certains actes peuvent vous disqualifier pour ce que vous allez faire demain. Vous pouvez poser des actes aujourd'hui, et à partir du moment où vous avez posé ces actes, demain, lorsque vous voulez poser d'autres actes, on vous dit, comme vous avez fait cela hier, vous n'êtes pas bien parti pour être celui qui fait ceci ou cela demain. C'est de ça que me souffre Maurice Kamto. Il a soutenu le régime, il a soutenu la modification de la Constitution en 2008 au prix pour l'opposition du sang. Et je fais partie de ceux qui vont lui rappeler que tout ce que tu veux faire aujourd'hui en disant que tu es... J'ai déjà dit qu'il n'est pas un opposant, qu'il est un dissident du régime. C'est différent. Il a des comptes à régler avec le régime. C'est comme ça que moi je le perçois. Pas comme quelqu'un qui inspire une dynamique nouvelle, mais comme quelqu'un qui est dans le régime, qui a des problèmes avec le régime et qui veut régler les comptes du régime et qui croit qu'il peut s'adosser sur l'opposition. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je reviens sur un travail intellectuel de fond. Je ne suis pas d'accord avec les spéculations du docteur Rifoué. Ce sont ses positions. Je n'ai pas dit non, sauf que je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, qu'il dise que le RDPC n'a pas besoin de consensus, c'est lui qui nous le dit. Mais ça n'engage pas le RDPC. Le RDPC peut rechercher un consensus. Pourquoi? Parce que le code électoral est une loi particulière dans tous les pays du monde. Il s'agit d'organiser les mécanismes de dévolution de pouvoir. C'est donc nécessaire que ça ne soit pas l'expression d'une conjoncture. Comme je suis le plus fort maintenant, c'est moi qui vous dis comment on va faire la dévolution du pouvoir. Demain, si je ne suis plus le plus fort, un autre plus fort va venir dire comment on va faire la dévolution du pouvoir. Non, le docteur Rifoué, c'est pas ça la démocratie. Nous ne sommes pas ici dans un problème de savoir comment la démocratie se fait. Nous sommes dans l'organisation d'une société civilisée et d'une société qui doit se prémunir des convulsions à répétition sur des sujets pour lesquels on devrait pouvoir s'affranchir. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que c'est bon dans une société qu'il y ait une contestation permanente, pas sur la gouvernance? Nous ne sommes pas sur la gouvernance, docteur Rifoué. Chacun peut gouverner selon la majorité du moment. C'est une chose. Mais les mécanismes de dévolution de pouvoir démocratique, comment on fait pour donner à Moutomé le pouvoir? Ça ne peut pas être l'expression conjoncturelle d'un rapport de force. Sinon, vous légitimez les révolutions.
Parce que si vous décidez, parce que vous avez été élu maintenant, vous décidez que voilà comment moi, comme j'ai 51% ou 50% plus une voix, j'ai la majorité au Parlement, je décide que ce n'est pas la proportionnelle, c'est telle ou telle chose. Ok. Vous allez créer les conditions pour que les gens disent, comme c'est comme ça que vous avez fait, nous on ne va pas aller dans ce sens, on va vous renverser par la révolution pour nous-mêmes venir mettre autre chose. Et donc, ça donne donc un fondement à l'exigence du consensus. Le consensus traduit l'élévation spirituelle de la société sur certaines choses. C'est-à-dire que, comme Bertrand disait tout à l'heure, un code électoral, ce n'est pas pour me permettre de gagner. Mais un code électoral, ce n'est pas pour faire que je ne sois pas à même de gagner. Donc, entendons-nous, mettons-nous tous d'accord sur les règles du jeu. Le football a ses règles. Je parle du football, le Cameroun est un pays de football. C'est ce qu'on dit très souvent. Les règles du football là, c'est le monde entier qui est d'accord avec. Pour que ça se joue, et vous voyez que les gens gagnent les matchs, ils perdent les matchs, ils ne contestent pas les règles du football. Alors, dans le cas d'espèce... Donc, n'a pas docteur Rifoué, pour notre aspiration, pour nous, de l'opposition, ce n'est pas un consensus politique avec vous. Ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est votre consensus de l'opposition. Ici, nous parlions, Maurice, quand on n'appelle pas un consensus avec vous, non. Il est en train d'appeler à un consensus de l'opposition pour aller en discussion avec le RDPC. Et je termine ici tout le monde. Vous n'avez pas terminé. Le RDPC lui-même, qui demande les propositions, même s'il les demande à Elécam. Cela veut dire qu'il recherche les points de vue des autres pour construire quelque chose qui peut tenir compte de ce que pensent les autres. Alors, il y a dans la démarche du RDPC un potentiel de recherche de consensus. Vous ne pouvez pas balayer ça dans le de la main. Alors, il y a la nécessité de rechercher ce consensus. Aujourd'hui, la dynamique peut-être de ce consensus est favorable puisqu'on n'a pas d'élection dans cette année ou encore l'année prochaine. La prochaine élection est prévue pour 2025, si je ne m'abuse. Donc, il est peut-être temps aujourd'hui de faire asseoir tous ces acteurs politiques et d'être dans la perspective de ce consensus-là. En fait, quand on parle de consensus ici, le consensus peut-être autour de la modification du code électoral. Je crois que c'est de ça dont il parle ici, pas un autre consensus politique, d'une manière générale. Il parle juste du consensus autour des articles à modifier pour ce qui est du code électoral. D'autres parlent même de la loi électorale. Mais je voudrais quand même faire observer que ce que le docteur a dit a une certaine pertinence, même si c'est pernicieux. C'est-à-dire que il est question de tenir compte d'un rapport de force qui existe. Alors, je posais la question la dernière fois lors d'une émission ici à M. Elimbi Lobek. Qu'est-ce qui pousserait le RDPC aujourd'hui à vouloir modifier un code électoral qui lui permet de gagner à chaque fois? Donc, les acteurs politiques ont la responsabilité. Et là, je voudrais rappeler à M. Elimbi Lobek qu'il a toujours, il a mis sur pied une plateforme lors des élections pour que les forces politiques de l'opposition se mettent ensemble. Il a fait des expositions là-dessus, des grands exposés là-dessus, qui tiennent toujours la route et qui vont au-delà de la modification du code électoral. Nous, au PCRN, on a une option. Nous l'avons toujours dit, la modification du code électoral n'est pas une panacée. Nous pensons que la mobilisation du plus grand nombre de citoyens à s'inscrire déjà, à participer aux élections, à surveiller leur vote, peut impulser une nouvelle dynamique et nous amener à changer les choses. Et surtout, si on met ensemble nos moyens, l'opposition camerounaise a toujours péché par cette absence de moyens, par ce manque de moyens. Je le cite encore, il a
à maintes reprises fait la démonstration des limites de notre position. Donc, même avec un code électoral consensuel, au cas où par extraordinaire, le RDPC venait même à nous concéder toutes les modifications souhaitées. Si toutes les forces de l'opposition ne se mettent pas ensemble pour fédérer leurs forces et aller à la conquête du pouvoir, on va revenir avec les mêmes résultats. C'est probablement. On va revenir avec les mêmes résultats. Et l'attitude de ce leader ne nous permet pas de penser à sa sincérité à un seul moment. Pourquoi vous remettez Et en doute je sa vous rappelle sincérité? d'ailleurs qu'il nous rappelle une attitude du SDF à un moment donné, qui n'a jamais voulu s'associer à d'autres partis, mais qui était prêt à accepter que d'autres partis viennent vers lui, estimant qu'il était la première force politique d'opposition au Cameroun. On se rappelle... S'il vous plaît, monsieur Limbe, c'est pas le type... C'est pas votre thème de la parole, s'il vous plaît. Monsieur Limbe, merci. Non, je lui pète mon temps de parole. Non, vous ne faites pas de votre temps de parole. Pour dire la même chose que moi. Donc, juste pour dire que, en réalité, nous voyons très bien quelle est la démarche. En fait, c'est pour que les gens viennent autour du leader, autoproclamé. Du leader autoproclamé, ne pas une du vainqueur dans son discours. des élections de 2018. Non, c'est vrai, c'est de ça dont il est question. Et vous verrez que toute initiative ne venant pas de lui ne prospérera jamais. Je voudrais vous rappeler que lors des élections de 2018, le candidat d'univers, l'honorable Cabral Libi, avait demandé les primaires au sein de l'opposition. Nous nous rappelons encore toute la pression qu'il a eue en dernière minute pour dire viens rallier le professeur Kamto, viens rallier, jusqu'à la dernière minute. Il n'était pas question de se mettre ensemble, de réfléchir sur les perspectives, de réfléchir sur la stratégie. Non, la locomotive était déjà là. Il fallait simplement venir se positionner comme un wagon. Et là, c'est déjà peine perdue cette démarche-là. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans le remake avec le cas SDF qui vient d'être évoqué aujourd'hui par le représentant du PCRN? Hier, le SDF a peut-être porté la bataille de ce consensus, même malheureusement, cette était peut-être à sa force d'hier. Et je ne peux pas dire manque d'attention, mais un manque d'intérêt des autres acteurs politiques. Oui, Frédéric, avant, vous allez me permettre de revenir sur deux petites choses. Alors, monsieur le docteur Rifoué, tout à l'heure sur votre plateau, a démontré encore en Mondovision que le RDPC gère le Cameroun de façon dictatoriale. Je l'explique. Il dit, parce qu'ils ont la majorité, ils n'ont pas besoin de consensus. Il revient en disant, de quel consensus s'agit-il? Des partis représentés à l'Assemblée ou bien de tous les partis? Mais que non. Parce que pour lui, il semble dire que si un parti n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, il ne peut pas être convoqué lors d'un consensus, même si le RDPC arrivait à accéder à ce consensus. Mais je voudrais rappeler au docteur, il faut que lorsqu'on parle de consensus, on fait intervenir toutes les forces politiques et même la société civile. Parce que les membres de la société civile au Cameroun qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, est-ce que lors d'un consensus, ils ne sont pas invités à la table des discussions? Mais que oui, parce que vous avez semblé laisser croire aux téléspectateurs que lorsque on n'est pas à l'Assemblée nationale, avec vous, le RDPC, ça n'aura jamais lieu. Et même, alors, on a parlé tout à l'heure de le consensus relève d'une évolution spirituelle de la société. Mais que oui, je suis encore d'accord. Si nous avons des personnes, moi j'ai commencé en disant oui, si hier, M. Kamto, qui faisait partie de la machine qui a empêché que le SDF puisse rassembler les autres membres de l'opposition autour d'un consensus, se rendre compte définitivement que c'est la seule option qu'il nous faut. Alors, nous pouvons lui accorder ce bénéfice du doute et voir ce qu'il en est de ses propres propositions. Le grand PCRN tout à l'heure a dit,
il n'appelle que pour le consensus autour du code électoral, et oui, et rien d'autre. Parce que lorsqu'il revient sur les tentatives de 2018, moi je pense que nous sommes trop loin. Et arrêtons de sortir des sujets parfois. Aujourd'hui, on est sur le consensus porté par, proposer l'appel du représentant du MRC qui déjà est dans son rôle. Il a le droit de le faire. Mais qui ressemble un peu à un appel déjà lancé par le SDF il y a quelques années. Mais un appel qui malheureusement n'a pas été suivi. Aujourd'hui au Cameroun, je le dis toujours, le RDPC a fabriqué un modèle d'opposants auquel nous ne répondons pas. Alors, lorsque vous qui ne répondez pas à l'ensemble des mécanismes qu'ils ont mis sur pied, dans lequel ils vont vous identifier comme un opposant, on crée des forces. Vous avez vu M. Jean-Jacques Ekindi, qui était le fervent c'était le lion, il était chassé de lion. Ben, le chasseur de lion s'est fait rattraper par un lionceau. Écoutez, c'est lui qui était à la tête de la plateforme. Après les élections, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans son pays, dans son parti d'origine. Nous avons vu le leader du NMP qui pendant 2018 ont créé une plateforme de soutien, ils ont appelé ça le G20, même si au quartier on appelait ça le G20. À la fin, parce qu'il n'avait pas reçu sa part du gâteau, il s'est retourné. C'est toujours le même sujet. Non, c'est le même sujet. Non, mais je vous rattrape parce que monsieur, non, écoutez, monsieur Kamto propose quelque chose que nous, au SDF, nous avons toujours proposé jusqu'aujourd'hui. Vous n'avez pas été suivi. Pourquoi vous n'avez pas été suivi? Nous n'avons pas été suivis pour les raisons que je suis en train d'évoquer tout à l'heure. Parce que les autres partis, le RDPC, sachant que si nous réussissons à réunir toutes ces personnes autour de nous, nous allons finir par renverser la donne. Monsieur Limbi Lobé, ici, faisait partie du shadow cabinet qui portait ses propositions auprès des autres leaders. Tu te trompes ou bien? Je n'ai jamais fait partie du shadow. Non, je ne dis pas du shadow cabinet du parti, c'est-à-dire que de la grande famille politique du SDF qui était à l'avant de ces projets. Peut-être en 2018, quand vous n'étiez plus dans le bateau, vous pouvez reprendre notre candidat, mais sachez que en 2004, vous n'allez pas nier les efforts que nous avons menés dans le parti. En 2004, vous connaissez que c'est le leader de l'IDC qui a bloqué le consensus à la dernière minute. Alors, en 2011, mais bien sûr, M. Allez. En 2011, nous avons toujours été rattrapés. Alors, vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que l'initiative lancée par M. Kamto, peut-être que nous pouvons, à partir de ces agissements ou bien de ces positions d'hier, avoir quelques doutes sur sa personne, mais sur la pertinence de ce qu'il propose, je pense qu'il est quand même de bon ton que nous nous asseyons un peu, que nous essayons de préparer, parce qu'il s'agit de préparer une stratégie commune, faire des propositions que nous allons partir opposer au RDPC. D'accord. Alors, afin de voir comment est-ce qu'on peut organiser un jeu équitable. Docteur, vous allez permettre que M. Betantatsinda réponde d'abord à ma préoccupation, parce qu'il a été interpellé il y a quelques instants, et on va arriver avec... J'ai été doublement interpellé. Mais il n'y a pas de souci. Je souhaiterais d'abord que M. Betantatsinda réponde à la question. La faute aux autres, pas à l'opposition qui n'arrive pas à se mettre ensemble véritablement? C'est amusant, le discours du SDF. D'ailleurs, quand ce monsieur parle, je ne sais même pas ce qu'il veut dire. Il est pour le consensus, il soutient le MRC, il soutient, pourquoi il ne comprend pas? Je ne soutiens pas le Allez à la coalition du MRC. Non, écoutez, ne me prêtez pas les mots, je n'ai jamais... Mais vous m'avez prêté, vous avez dit que nous faisons partie du G20, maintenant vous vous justifiez? Non, mais c'est pas moi qui allez à la coalition. En 2018, votre leader faisait partie du G20, après, il s'est retourné parce qu'il n'a pas... Vous dites comme un quartier, vous êtes devenu même un parti de quartier. Non, écoutez... Vous faites combien à la dernière élection présidentielle? Vous pouvez rappeler votre score? Eh ben... Vous avez fait combien? C'est passé. 3%. C'est passé. Vous avez fait combien en 1992? Je pense que c'est passé. Nous avions gagné. C'est pas passé. Nous avons gagné. En 92, nous avons gagné. Vous êtes maintenant un parti de quartier. Donc il faut être humble. Vous n'avez quand on parle d'humilité, quand on parle... Dans l'opposition, il y a deux problèmes. Il y a l'humilité et il y a la sincérité. Les acteurs ne sont pas souvent sincères. Celui qui appelle à la coalition, il est sincère. Vous avez la preuve.
De toute façon, on va pas voilà un véritable problème. Sauf qu'il a lancé un Je appel. vous rappelle qu'il faisait partie de l'Union pour le changement, l'opposition radicale. Il s'est retrouvé ministre. Personne ne l'a voulu. Il n'y a pas eu d'injure. On n'a pas attaqué ça. Personne ne l'a voulu. Quand il était dans l'Union pour le changement, est-ce qu'il était sincère? Est-ce que son cœur y était? Ou bien il était parce que c'était un mouvement à la mode à l'époque et il regardait ses amis en disant « Vous me souriez, je vous suis ». Pourquoi aujourd'hui ce ne serait pas pareil? Pourquoi ce ne serait pas pareil? C'est-à-dire que de fédérer les gens autour de lui et d'arranger et de se lancer dans une forme de négociation. Je vous ai expliqué ici que ce monsieur qui parle aujourd'hui pour le SDF, j'ai même envie de dire quel SDF. Parce que l'enjeu du SDF, c'est que il y a une tendance que si elle récupère le SDF, elle va rentrer en négociation avec ce parti-là. Et quand vous discutez avec les acteurs du SDF aujourd'hui, vous constatez que chacun se démarque, c'est très compliqué. La deuxième des choses, c'est l'humilité. Quand eux, ils étaient la première force de l'opposition au vu des élus, ils parlaient aux gens. Souvenez-vous de la coalition de 2004. J'étais à ce meeting, à l'esplanade du stade de la réunification. Le chairman va lever un enfant comme ça et dire « Peuple camerounais ». C'est-à-dire que celui qui trahira cette coalition aura trahi le sang de cet enfant. J'étais à ce meeting, esplanade du stade de la réunification de Douala. Qu'est-ce qui s'est passé après? Quand on ne l'a pas désigné, lui, il a dit « Ne me dites plus jamais bonjour ». Même l'éminence Toumi l'a poursuivi, a appelé sur son téléphone au moins 5 ans, il ne prenait plus personne, il était candidat. Donc, les coalitions au Cameroun, véritablement, n'engagent que, dans un premier temps, celui qui y croit. Deuxième des choses, pourquoi faut-il que les gens se réunissent dans une chambre pour faire modifier le code électoral? À chaque fois qu'il y a une question importante au Cameroun, comme dans le cas du Grand Dialogue, on a consulté. Donc les partis politiques, chacun, véritablement, peut aller à je ne sais pas si cette question est posée sur la table, peut-être c'est le Premier ministre qui va consulter, je ne sais pas dans quel cadre cela va se faire. Les partis politiques peuvent aller de façon individuelle rencontrer le Premier ministre et consulter, et se faire consulter, et apporter un certain nombre de réformes. Tout le monde veut une évolution. Il y a des questions véritablement qu'il faut faire évoluer. Mais j'explique que si vous n'avez pas de projet, si vous ne représentez rien pour le peuple, il n'y aura pas un code électoral qui va vous donner des élus. À un moment donné, il faut représenter quelque chose pour le peuple. Et quand on regarde les scores de l'opposition, en 1992, c'était l'époque où il y avait les quadruplons. C'est-à-dire que j'étais même pas au Cameroun, mais mon nom était sur les listes électorales. Parce qu'un ami m'a dit, monsieur Tadia, j'étais inscrit. L'opposition avait d'excellents scores. Pourquoi aujourd'hui vous faites 3%? Tu me regardes, il faut expliquer ça aux Camerounais. C'est à cause du G20. Parce que nous avons... parce que vous ne vous êtes pas réinventé, parce que vous avez violé vos statuts, parce que vous êtes rentré dans la corruption comme tout le monde, parce que vous êtes laissé acheter. Je vous rappelle que vous avez oublié que le RDPC va donner 7 sénateurs. Vous l'avez refusé. À l'ouest. Le grand frère Abel Elimbi va nous rappeler ça ici. Le RDPC a appelé a donné 7 sénateurs au SDF. Le SDF l'a pris avec beaucoup d'humilité, étant très content. Et il nous rappelait tout le temps que nous avons 14 sénateurs. Oubliant même de dire merci, qu'on nous a donné 7. Vous n'aviez pas les conseillers municipaux qui pouvaient vous faire avoir des listes gagnantes au sénatorial. Et donc, vous êtes sérieux? Donc à un moment donné, quand on discute sur le plan politique, il faut éviter, comment je vais dire, que de manquer d'humilité, d'être arrogant. Vous n'avez plus les moyens d'être arrogant. Vous ne plaisez plus, je dis vous faites 3%. Vous n'avez pas dit votre score à haute voix. Nous, on était dans la coalition présidentielle. C'est-à-dire, au vu des enjeux sécuritaires du Cameroun et des enjeux sociopolitiques, on a décidé de soutenir le président. C'est des choix politiques. Et on a gagné l'élection. Nous sommes fiers que notre candidat ait gagné l'élection. Mais vous êtes à 3%. Donc, vous ne vous structurez pas, vous ferez 1%. Vous allez disparaître en 2025. Merci beaucoup à vous. Alors, même si vous avez été pris à partie par 2 fois sur ce plateau, la question elle est simple. Pourquoi le RDPC ne voudrait pas d'un consensus, même si ce n'est pas un consensus parti-État ou parti au pouvoir et les partis de l'opposition, mais un consensus quand même autour de ce processus qui continue de diviser la classe politique. Le processus électoral est qualifié d'être particulièrement mauvais ou en faveur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Particulièrement mauvais par qui? Il me souvient que celui qui a lancé cet appel se fait appeler président élu. Donc, il a remporté l'élection présidentielle de 2018. C'est ce que ces contenteurs nous disent sur toutes les plateformes où ils sont représentés, n'est-ce pas?
Ce qui signifie que ce candidat aurait remporté l'élection présidentielle avec le code électoral actuel. Mais pourquoi faut-il, à sa demande, changer le code électoral alors qu'il a gagné l'élection présidentielle avec le code actuel? Soyons cohérents, soyons conséquents. C'est ça le premier point. Soit ce monsieur commence par reconnaître qu'il n'a pas remporté l'élection de 2018. Bertrand parlait tout à l'heure d'humilité. Il faut avoir cette humilité-là. Mais si vous avez remporté l'élection présidentielle, moi je ne vois pas pourquoi il faut discuter de modification du code électoral. Vous n'en avez pas eu besoin, vous avez remporté l'élection présidentielle. Bon. Maintenant, convoquez vos députés et puis modifier le code électoral. Peut-être. Bon, il se trouve que manifestement le président élu n'a pas de troupes, il n'a personne à l'Assemblée. C'est pour ça qu'il appelle au rassemblement les autres. Un rassemblement qui est justifié et qui est nécessaire. Abel l'a rappelé. Oui, un rassemblement qui est justifié et qui semble nécessaire. Sauf que, et sur ce point, c'est le second point que j'allais développer. Mais vous avez constaté comme moi qu'en ce moment, le MRC, c'est un bateau ivre. Et les rats sont en train de quitter. Mais je suis désolé, c'est un fait. Les rats sont en train de quitter le navire. Le dernier en date, c'est le tout jeune Auréole Tchoumi. Et moi, la question que je pose toujours, c'est qui est le prochain qui va quitter ce navire, qui va à la dérive? Donc, vous demandez à des gens de rejoindre un bateau qui est en train de couler. Soyons sérieux. Le MRC a d'autres problèmes en ce moment, et ce n'est pas d'appeler au consensus les autres formations politiques qui va lui permettre d'arrêter l'hémorragie. Il faudrait déjà qu'il parvienne à ressouder ses troupes autour de lui, parce que si ça continue comme ça, bientôt il n'y aura plus personne. Je viens encore de voir un post d'un de ses grands soutiens qui semble être lui aussi en train de prendre ses distances. Donc ça n'en finit pas. Pourquoi vous voulez que les autres partis d'opposition rejoignent quelqu'un qui n'a pas d'avenir politique? Parce que je suis individuellement, tous sont malheureusement très loin de pouvoir, permettez-moi l'expression, battre le RDPC. Mais nous sommes d'accord là-dessus. Mais modifier le code électoral, c'est pour battre le RDPC. C'est ça l'objectif de la modification du code électoral? Non, voilà. Non, ce n'est pas ça l'objectif de la modification. C'est le discours qu'a tenu le leader de cet accord. Mais justement, si c'est ça l'objectif, il n'y a aucune raison pour que le code électoral soit modifié. Je suis désolé. Ça ne peut pas être ça. Et nous devons nous entendre sur cette question. C'est que on arrive à vous, monsieur le ministre. Non, il n'y a pas. Il prendra pas le temps de parole. Il n'y a pas de souci. Donc, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand on dit qu'il faut, dans tous les pays africains où le pouvoir a changé de parti, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Bénin, ainsi de suite, il n'y a pas eu de modification consensuelle du code électoral. Il faut dire ça aux Camerounais. Dans aucun de ces pays, on a modifié de manière consensuelle le code électoral. Donc, ce n'est pas ce qui explique l'incapacité de l'opposition camerounaise à pouvoir nous battre, nous, au RDPC. Et nous ne sommes pas malheureux que l'opposition soit incapable de nous battre, parce que l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de le conserver aussi longtemps que possible. Donc, nous, on ne va pas se plaindre parce que l'opposition ne trouve pas les voies et moyens pour nous faire partir de là où nous sommes. Ah ben, non, je n'ai pas. Vous voulez prêter votre temps à M. Boulibé pourtant. Allez-y. Non, il n'y a pas de souci. Je voulais quand même répondre aux objections que m'a faites Abel et Limi Lobo. Moi, je fais la distinction entre le consensus et la participation. La participation, le consensus, c'est un mode de prise de décision. C'est-à-dire, on peut décider que, effectivement, pour arriver à une décision, il faut que nous soyons tous d'accord. On peut décider que ce sera à la moitié plus 1. C'est un autre mode de prise de décision. Maintenant, on peut choisir un mode de prise de décision en fonction de la circonstance. La participation, c'est le fait d'associer les différentes composantes. Dans le cas d'espèce, ce sont les composantes de la nation au processus de prise de décision. Ça ne signifie pas que tout le monde sera associé au même niveau. Et la consultation, c'est un mode d'association des individus à la prise de décision. En règle générale, au Cameroun, le gouvernement consulte.
je précise bien, le gouvernement consulte les formations d'opposition, le gouvernement consulte la société civile lorsqu'il veut prendre un certain nombre de décisions. Donc, si jamais, d'aventure, la question de la modification du code électoral venait à devenir une question pertinente dans l'agenda gouvernemental, je ne doute pas que le gouvernement procède comme il le fait habituellement, c'est-à-dire qu'il consulte les différentes formations d'opposition. Maintenant, si les formations d'opposition jugent qu'elles doivent s'entendre sur un certain nombre de propositions minimales qu'elles vont faire, ça ne nous engage pas. Elles seront consultées et elles feront part de leurs propositions. Mais, je le reprécise encore, s'il s'agit d'un consensus qui implique l'accord de tout le monde, je doute que ce soit possible. Et je ne vois pas pourquoi nous, au RDPC, il faudrait qu'on accepte. Surtout que nous avons, Abel le sait plus que moi, nous avons plus de 300 partis politiques au Cameroun. Faudrait-il, est-ce qu'il est possible de trouver le consensus à 300? Alors, la question également posée, Abel l'a rappelé tout à l'heure, pour cette problématique qui porte toujours sur ce consensus du processus électoral. Il nous reste à peu près 20 minutes, ça fait 4 minutes pour chacun d'entre vous, puisque nous avons notre thématique qui a également un rapport avec cette problématique qui bat son plein au Sénégal. C'est un pays du continent noir. Il faudrait peut-être également qu'on puisse y jeter un regard plutôt prospectif au regard de ce que le Cameroun a parfois essuyé des situations comme celle-là. Alors, si vous permettez, je ferai le chemin inverse. Abel, on conclura cette problématique avec vous si vous le souhaitez bien. Mais avant, on va aller voir avec le représentant du SDF. Aujourd'hui, la question de ce consensus reste quand même assez discutable. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de se dire que finalement, il faut battre en brèche cette problématique du consensus et plutôt appeler à une entente, à une discussion, peut-être à une coalition davantage des forces politiques de l'opposition? Bon, moi, je voudrais répondre en posant une autre question. Est-ce qu'il est important de revoir le code électoral au Cameroun? Oui. Est-ce qu'il est important qu'un leader, parce que peut-être que c'est la voix de M. Kamto aujourd'hui qui vous réveille. Rappelez-vous que lorsque le chairman a foulé le Cameroun en novembre dernier, la première chose qu'il a dite, c'est qu'il était en train de préparer une plateforme dans laquelle il devait rassembler tous les partis de l'opposition qui veulent bien venir sur une table de discussion, parce qu'il faut définitivement que l'opposition trouve une voie par laquelle elle peut communiquer de façon commune en face du RDPC. Sinon, parce qu'avec son expérience, il s'est rendu compte qu'il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes en politique et il faut bien qu'il leur transmette ce vécu face à notre plus grand adversaire historique. Donc, la question du consensus, pour moi, elle ne se pose pas. C'est important pour le Cameroun au jour d'aujourd'hui, parce que quand on nous dit qu'il n'y a jamais eu de consensus... Mais l'histoire nous donne raison, il n'y a jamais eu véritablement de consensus dans le monde politique. Non, on parle du cadre. Il n'y a pas eu pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure, au Cameroun, nous avons... Comment vous comprenez qu'au Cameroun, on compte environ 250 ethnies et nous avons plus de 300 partis politiques. C'est-à-dire que c'est toujours une façon pour le pouvoir de distraire le peuple. Vous avez les arrondissements là où on a plus de 2-3 partis politiques. C'est pour rassembler qui? Vous voyez un arrondissement qui a moins de 100 000 habitants, où on a 3 000, où on a 3, 4, 5 partis politiques. C'est pas normal. Donc du coup, ce sont des machinations du pouvoir pour essayer de distraire davantage. Donc du coup, moi je voudrais m'arrêter sur un fait. Le consensus, il est important. Le chairman a déjà appelé les Camerounais au consensus. Monsieur Kamto ne fait que réitérer l'appel du chairman. Et maintenant, la voix de Kamto ne devrait pas porter problème. Parce que moi je ne vois pas le problème en la personne de monsieur Kamto. Je vois peut-être le problème en ce que monsieur Kamto propose. Est-ce que ce que monsieur Kamto propose, ce consensus autour de la question du code électoral est importante pour l'avenir de la nation? J'ai dit oui. Donc du coup, arrêtons un peu de nous
cadrer, de nous focaliser sur la personne, mais regardons ce que la personne propose. Est-ce qu'à partir de là, oui, comme il a dit, pourquoi des autres partis ne se sont pas réunis et sont allés vers lui pour lui dire, viens nous retrouver ici? C'est toujours possible. Je sais qu'on a un problème sur qui veut porter l'action. Et ça a toujours été ça dans l'opposition camerounaise. Le chairman a dit, si vous ne pouvez pas, si vous ne voulez pas venir à moi, invitez-moi, je viendrai discuter avec vous parce que j'ai beaucoup à vous apprendre. Alors, Vincent Yédé, sur la question, on a le sentiment aujourd'hui que plusieurs acteurs politiques veulent porter cette voie-là de ce consensus. Le chairman l'a déjà fait, ça n'a pas marché. Autrefois, on a vu également Kabalibi essayer de se lancer dans cette perspective. Le conseiller municipal du PCRN, président de ce parti politique, le premier secrétaire, Serge Espoir Matomba, a essayé cette voie également. Ça n'a pas forcément porté les fruits. Même Abel Limbilobel, parfois, ou très souvent d'ailleurs, c'est son discours de tous les jours, est porteur d'une dynamique comme celle-là, mais malheureusement, cette dynamique ne semble pas prendre. Qu'est-ce qu'il faut définitivement mettre en route pour que la mayonnaise prenne? Écoutez, chaque génération a ses défis. La classe politique camerounaise de ces 30 dernières années a failli. Ils n'ont jamais, mais alors jamais, pu s'asseoir autour d'une table et prendre des décisions dans l'intérêt du peuple camerounais. Chacun est toujours venu avec son petit calcul derrière la tête. La démonstration en a encore été faite ici tout à l'heure. Et on n'en est pas sorti. Même cet appel, il n'est pas sincère, nous n'y croyons pas. Il est question aujourd'hui de laisser la place aux jeunes. Que les jeunes prennent en main leur destin, leur responsabilité. L'un de ces jeunes est sorti, c'est Cabral Libi, qui a dit « Nous appelons les Camerounais à participer ». Je voudrais vous rappeler que, à cause de tous ces acteurs politiques, aujourd'hui au Cameroun, sur une population de 25 millions d'habitants, il y a moins de 4 millions qui participent aux élections. La classe politique camerounaise d'alors a cette responsabilité-là. Il y a une nouvelle classe qui est arrivée, c'est à elle de prendre les devants. Et au PCRN, les devants ont déjà été pris pour inciter les jeunes citoyens camerounais à prendre en main leur destin, de ne plus s'écarter de la chose politique, d'aller s'inscrire, de participer aux élections. Nous reviendrons là tout à l'heure sur le point du Sénégal. C'est les jeunes qui sont en train de dicter leurs lois au Sénégal et qui sont en train de soutenir l'un des leurs, un jeune de 46 ans. Donc il faut cesser de penser qu'on va aller chercher dans le troisième âge des solutions de 2035 pour le Cameroun. Des solutions de 2035 pour le Cameroun se trouvent entre les mains des jeunes. Et au PCRN, on a de la ressource pour cela. Nous avons engagé un travail et nous allons continuer avec ce travail-là. Pour l'instant, nous avons mis l'humain au centre de nos préoccupations. Nous avons commencé par inscrire les jeunes sur les listes et nous les invitons à s'inscrire davantage. Nous allons poursuivre cette œuvre par leur éducation pour qu'ils sachent prendre en main leur destin. Et nous sommes sûrs que en créant cette émulation-là, en créant une certaine masse critique, on est capable de passer outre le code électoral parce que le RDPC ne nous déroulera jamais le tapis rouge pour nous modifier ce code électoral. Parce que ces acteurs politiques ne se mettront jamais d'accord. Tous sont des retraités et chacun négociant sa sortie de la scène. Donc on ne peut plus compter sur eux aujourd'hui. Il n'y a que la jeunesse qui peut penser ce pays et qui peut travailler pour l'intérêt de ce pays. Alors que faire donc pour arriver à peut-être une plateforme qui arrangerait tout le monde, qui mettrait tout le monde sur le même pied d'égalité, qui donnerait plus de chances au peuple camerounais, puisque l'ensemble de ces batailles portent pour le peuple camerounais. Mais moi, c'est vrai, il faut faire évoluer le code électoral, parce qu'il y a des questions sur lesquelles des gens pensent qu'on peut faire évoluer. Ils ont peut-être raison. Certains parlent d'un bulletin unique qu'il faudrait peut-être introduire. Bulletin unique, ça va peut-être réduire la corruption. Ces histoires de dire amène-moi les bulletins de monsieur tel ou bien de tel parti et puis je te donne 1000 francs. D'autres parlent
de voir un meilleur financement des partis politiques. D'autres parlent de voir comment améliorer peut-être la proportionnelle aux élections municipales pour que les majorités soient beaucoup plus étalées et que dans les communes, beaucoup plus de différents partis participent. La question d'élection à 2 tours, moi, je suis assez sceptique sur cette histoire. Bon, d'autres parlent d'élection à 2 tours. Bon, bref, ça, les gens peuvent le voir. Mais si après avoir fait ça, des gens n'ont pas de projet pour le Cameroun, et c'est là où mon frère a parfaitement raison, on va voir sur la question sénégalaise. Toutes ces modifications-ci sont dans le code électoral de ce pays qui est pratiquement en train de brûler à feu et sang. Bulletin unique, élection à 2 tours, tout, c'est là. Pourquoi ça brûle là-bas? Moi, je veux donner ma humble idée. Donc, si après avoir fait ces modifications-là, les gens ne représentent pas, les gens ne portent pas des idées pour le Cameroun, les gens sont très humbles aujourd'hui. Mais quand ils étaient, comment je vais dire, sur le plan politique, parce que aussi, ça sera un rapport de force politique, le RDPC va consulter. Mais quand le RDPC va regarder sa majorité, elle a une majorité plus qu'obèse. Et puis elle va biffer ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, elle va pouvoir copter 2-3 modifications qui viennent de l'opposition et faire passer le projet. Mais quand les gens représentaient quelque chose, portaient une espérance, avaient le déshydratat des gens, on ne les voyait pas véritablement avoir cette humilité-là de dire oui, il faut aller voir tel, il faut aller voir tel. Il faut vraiment aller voir les gens, excusez-moi, aller voir les gens, c'est un peu gênant. Chaque parti peut réfléchir. Il y a aujourd'hui énormément d'espace, comment je veux dire que d'expression. Un parti politique peut m'acheter de l'espace publicitaire dans les radios et les télévisions et dire que peuple camerounais, voici ma vision pour le code électoral. C'est pas interdit. Un parti politique peut acheter un espace publicitaire et véritablement dérouler sa vision. On ne commande pas, c'est-à-dire le RDPC a des sympathisants, le RDPC ne commande pas les Camerounais dans l'isoloir. C'est-à-dire que si les Camerounais estiment que véritablement la crédibilité d'abord de celui qui parle, véritablement les déshydratats, c'est pertinent, les Camerounais suivent. Les Camerounais suivent. Je vous ai expliqué que les Camerounais donnaient des scores extraordinaires à l'opposition. A gagné pas seulement ce qu'ils appellent victoire volée en 92. Hein. Les Griffons ont gagné l'élection municipale au Cameroun, je crois que c'était en 97 quand Frédéric Bilobé. Puis ça a gagné les élections en 97. On vous dit que l'épisode de 92, les Camerounais n'ont pas tenu rigueur à l'opposition. Ils ont reconduit la majorité. Quel a été le comportement de l'opposition quand elle a gagné les élections locales au Cameroun? Quel était le comportement? Donc cette histoire de vouloir se donner bonne conscience, c'est dit qu'il faut tous se retrouver dans une chambre où les uns vont prendre la parole et expliquer que voilà mon statut, patati patata. Moi, c'est-à-dire que les ayatollahs dans l'opposition, on n'en veut plus. C'est là où je suis en désaccord un peu avec, on avait dit forcément, les jeunes, non. Les ayatollahs dans l'opposition, on n'en veut plus. C'est-à-dire que de personnes qui expliquent que j'ai 40 ans d'opposition et donc véritablement ma voix peut. Il faut. Et c'est ça qu'ils veulent dans cette histoire de coalition. C'est-à-dire aller rassembler les gens et accueillir des gens comme des présidents élus. On n'en veut plus ça. On n'en veut plus ça. Parce que c'est ça qui a perdu l'opposition au Cameroun. Où des gens n'ont pas voulu se réinventer. Les gens n'ont pas voulu se poser la question que mais est-ce que j'incarne encore quelque chose? Je peux pas partir. On a vu des gens même partir des partis politiques et madame récupère le parti. Et madame éjecte même le premier vice-président. Vous demandez aux gens encore de suivre ce type d'opposants. Ce n'est plus possible ça. Donc la nouvelle classe politique, je préfère dire ça au lieu de dire les jeunes, parce qu'il y a des gens qui s'engagent à 50 ans aujourd'hui, qui sont des jeunes hommes politiques. La nouvelle classe politique au Cameroun peut suffisamment réfléchir et porter des hydratats. Dont les ayatollahs dans l'opposition, on n'en veut plus. Tous ont été véritablement à l'origine de l'échec de l'opposition dans ce pays. Alors cette opposition n'a plus rien à donner, c'est ce que pense notamment Bertrand Tatinda. Pourtant, il est question que cette opposition soit encore plus forte, plus que jamais, qu'elle soit à même de pouvoir tenir un discours qui mobilise toute la classe, mais aussi tout le peuple. Je vais peut-être vous décevoir, mais je souhaiterais que l'opposition n'ait rien à proposer au peuple camerounais. Ça se comprend très bien. Ça fera nos affaires. Hein. Bon, non, le plus important, je vais parler pour le RDPC, le plus important pour nous, c'est le projet que nous avons pour le peuple camerounais. Ce n'est pas ce que va leur proposer l'opposition. Et ce que nous disons au peuple camerounais, c'est ne vous y trompez pas, ne faites pas confiance à ceux qui sont les premiers à ne pas faire confiance à leur comparse. Hein. Parce que l'opposition, c'est... qui est le véritable opposant là? Vous savez, aujourd'hui, il y a un concours au sein de l'opposition, c'est moi je suis le véritable opposant, les autres, ils sont tous vendus au RDPC. Bon, moi j'ai envie de dire, bon, tous les opposants, ils sont vendus au RDPC. Donc, peuple camerounais, n'allez pas voter pour les vendus. Votez pour celui qui les achète. C'est plus simple comme ça. C'est un peu ça.
puisque lui, du SDF, il semble oublier que nos amis du MRC considèrent que le SDF c'est un parti de vendu, hein, que c'est une annexe du ADPC. D'autres pensent également que le RDPC, le MRC lui-même est un parti qui a été acheté. Non, tout ça n'est pas sérieux. Ce que nous disons, c'est les Camerounais doivent voter pour des projets. Et pour le moment, nous, au RDPC, nous avons le meilleur projet. C'est pour ça qu'en 2018, les Camerounais ont massivement reporté leur voix sur le président Paul Biya. Et il faut qu'il continue. C'est pas vous qui avez la parole, hein, monsieur. La majorité, vous savez, la majorité, c'est 50 plus 1. Et il n'y a pas une minorité de blocage au sens où si 3 personnes au moins n'ont pas voté, le vote n'est pas valable. Vous comprenez donc l'urgence de la révision de ce code. Je n'ai pas terminé. Je doute que ça fait partie de je doute même que si un jour par extraordinaire le code électoral venait à être modifié, on introduise une minorité de blocage. Elle existe dans très peu de pays. Donc ce que je dis aux Camerounais, c'est voter pour le RDPC, continuer à faire confiance au gouvernement du président Paul Biya. Les opposants, ils n'ont pas de projet pour vous. Tout ce qui les intéresse, c'est la lutte des places. Donc, méfiez-vous de ces gens-là. C'est un discours qui ne va pas forcément plaire à Abel. Je rappelle, y a-t-il aujourd'hui un discours, alors, un acteur politique qui doit être à la tête de ce qui pourrait être considéré comme étant un consensus, ou alors une plateforme de l'opposition camerounaise? S'il devrait y en avoir un, ce serait l'UNDP. C'est l'UNDP qui a la surface politique. Si on veut être logique, personne ne peut vous dire, quelqu'un, un parti politique qui a 5 députés ne peut pas dire que c'est moi parce que j'étais le plus fort en 92. Vous n'êtes pas le plus fort maintenant. Et l'UNDP fait partie de la majorité présidentielle. Ben, je n'ai pas dit, je n'ai rien dit, mais est-ce que l'UNDP ne cherche pas la modification du code électoral? Ils ne sont pas encore prononcés. Ben, qu'est-ce que vous en savez? Laissez-les. Vous parlez à leur nom, pourquoi? Je vous la question. Vous voyez, donc vous voulez avoir le monopole de cette affaire. Vous voyez, c'est ça les dérives. C'est ça les dérives. Il s'agit de postures intellectuelles inconvenables qui sont incompatibles avec la réussite du projet. Ce sont ces dérives-là. C'est-à-dire que vous estimez que si un tel projet doit avoir lieu, c'est nous qui devons le conduire. Non. Et ce discours a été à la ruine des efforts du SDF. De penser que si on doit avoir une candidature de large consensus, ça doit être un candidat du SDF parce que le SDF est le plus fort. Argument logique, mais mal présenté et mal défendu. Il est évident que si on doit avoir un candidat de consensus, on ne va pas aller prendre le plus petit parti. Ça aussi, c'est logique. Mais maintenant, il s'agit de les faire adhérer à l'idée que vous êtes faibles, nous sommes faibles, individuellement, nous ne pouvons pas. Et sur ce plan, je suis un homme heureux. Parce que tout le monde commence à se rendre compte que, en 2020, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, 2025 est une date extraordinaire. Toutes les élections vont être en 2025. Toutes les élections législatives, municipales, régionales, sénatoriales, présidentielles. 2025. Ce qui veut dire que il faut que l'opposition travaille. Bon, les élucubrations de Rufouet, on les comprend, mais il n'est pas dans notre camp. Lui, il peut faire ses souhaits comme il veut. Ses souhaits, c'est qu'on ne gagne jamais. Mais nous, oui. Et c'est légitime. C'est légitime. Vous ne serez jamais organisé. Il souhaite qu'on ne soit jamais capable de nous organiser. Mais on s'en fout de son souhait. Sauf que dans notre camp, je dis à ceux qui accusent le RDPC, vous avez aussi tort. Ce n'est pas le RDPC qui nous empêche de nous organiser. C'est nous-mêmes qui avons des comportements qui nous empêchent de nous organiser et on accuse le RDPC. Tous ces gens qui vous disent que le RDPC fabrique des partis d'opposition, le RDPC ne fabrique aucun parti. Il faut qu'on sorte de tous ces blocages intellectuels et de ces discours péremptoires qui ne reposent sur rien mais que les gens récitent. Pendant 30 ans, ça nous a empêchés de reconnaître nos faiblesses.
Si maintenant donc nous commençons par la force des choses à reconnaître nos faiblesses, c'est une bonne chose. Pour moi, c'est une évolution. Mais il ne faut pas gâcher l'opportunité que nous donne le bon moment, puisque ça commence, les gens commencent à poser la problématique en 2021. Nous avons 4 ans pour réfléchir. Et moi, je me situe dans le camp des optimistes. J'encourage mes frères de lutte en leur disant, c'est bien comme chacun de vous constate maintenant par la force des choses qu'il ne peut pas battre le RDPC. Deuxièmement, c'est bien comme chacun comprend qu'il ne peut rien seul. 3, c'est bien comme chacun constate qu'il faut que je fasse avec les autres. Si vous êtes donc ouverts à travailler les uns pour les autres, eh bien, ce qu'il nous reste, c'est la stratégie pour que on arrive à quelque chose qui est un intérêt général. Nous ne sommes pas maudits. Si en Gambie, les acteurs politiques de l'opposition ont pu avoir un intérêt général, si au Sénégal, au Congo démocratique et dans bien d'autres pays, les acteurs politiques sont... Mais si les gens acceptent déjà de se rencontrer, parce que le premier problème même de tous ces leaders, c'est qu'ils n'acceptent même pas de se rencontrer. Quand Kanto est en train de parler là, est-ce qu'il a pris son bâton? Parce que moi en 2017, j'ai fait le tour. Je suis allé, j'ai vu une dame, j'ai vu Kanto lui-même et bien d'autres. Aucun d'eux n'accepte d'aller visiter, même dire bonjour seulement que je suis de passage à Yaoundé. Je m'en vais saluer Cabral Libi. Simplement, allez le saluer simplement que mon frère, monsieur le député honorable, comment ça va, ma chère? Ils s'asseyent, ils mangent ensemble. Et il parle, personne. Foundi ne le fait pas. Il veut que c'est Cabral qui vienne. Cabral ne le fait pas. Quand on ne va pas voir Foundi, il ne visite pas Dame, il ne visite pas Madame Dame, il ne l'appelle pas au téléphone, il ne se parle pas. Il parle seulement dans les réseaux sociaux, jeté comme il disait Yédé tout à l'heure, comme un pavé dans la mare. Là, vous voyez que la méthode est viciée. C'est pour ça que je dis que, au-delà du fait qu'on est d'accord, il y a des acteurs qui ne peuvent pas réaliser ça. On est d'accord qu'il faut faire un consensus. D'accord. Mais il ne faut pas en même temps que chacun cherche à être l'artisan, la cheville ouvrière du consensus. Merci. On peut laisser ça à d'autres personnes. Vous savez, Et pour chuter avec ça, s'il vous plaît. les grands problèmes, par exemple, le Moyen-Orient, entre les Arabes et les Palestiniens, c'est Sant'Edigio, une communauté que personne ne connaît, qui travaillait dans l'ombre pour amener Arafat et le président israélien de l'époque, enfin le premier ministre Rabin, à aller discuter en secret à Oslo. Parce que le bruit, c'est Platon qui disait, je veux faire du bien, mais je ne veux pas faire du bruit. Parce que je sais que le bruit ne fait pas du bien et le bien ne fait pas de bruit. Donc, c'est des travaux qui doivent se faire par des acteurs parfois qui sont hors des caméras, hors de la première scène, pourvu que les gens soient ouverts et sachent que la réussite ne vaut pas parce que vous avez été élu. Merci beaucoup. Elle peut valoir parce que c'est Cabral Libi qui a été élu. On a dit qu'on arrêtait avec cette problématique-là. Merci beaucoup. On a fait le tour de la question sur le processus ou alors l'appel au consensus qui a été lancé par un acteur politique de l'opposition. Et avec votre permission, messieurs et dames, à la maison, on prendra le temps de lire les SMS d'ici la fin du programme. Je sais qu'il y en a qui s'impatientent, ils continuent à nous envoyer des SMS et qui appellent. Je rappelle que le numéro qui s'affiche au bas de petit écran n'est pas un numéro d'appel. Envoyez-nous simplement votre SMS et nous nous ferons le plaisir, si jamais le temps nous le permet, de le lire d'ici la fin du programme. Nous parlons à présent du Sénégal. Ça chauffe ou ça a chauffé au Sénégal pendant pratiquement 5 jours. C'est la jeunesse qui est descendue dans la rue pour défendre la cause d'un homme, Ousmane Sonko,
l'opposant anti-système qui, malheureusement ou heureusement, selon le camp, a soulevé la rue sénégalaise. Le chef de l'État, M. Macky Sall, est monté au créneau ce lundi soir pour appeler à l'apaisement. Bertrand Tatinda, est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui la situation qui a prévalu au Sénégal pendant les 5 derniers jours? On peut la comprendre. Il y a des indicateurs véritablement qui l'expliquent assez facilement. Je ne rentre pas dans les questions judiciaires, c'est-à-dire la justice sénégalaise, en toute indépendance, saura dire le droit. Même si je suis de ceux qui pensent que cet opposant était un peu imprudent. Les salons de massage n'ont pas souvent bonne presse. C'est souvent des maisons closes, il faut le dire. Même ici au Cameroun, il y a des salons de massage qui ouvrent là. Vous passez salon de massage, vous ne voyez pas effectivement quelles sont les prestations qu'on donne. Quand vous entrez, les filles sont très peu vêtues et puis. Donc un homme politique qui a déjà, comment je vais dire, une certaine envergure nationale, se retrouver dans un endroit comme ça avec déjà la fille qui accuse là, qui a un passé un peu très douteux. C'est compliqué. C'est un jeu de massacre, la politique, donc vos adversaires peuvent toujours utiliser ça contre vous. Sauf que le Sénégal a des indicateurs qui sont quand même un peu embêtants. C'est un pays très endetté. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale tablent sur 64% de taux d'endettement d'ici l'année prochaine. La norme supérieure à laquelle on vous déclare État pratiquement en cessation de paiement, c'est 70%. Ils en sont à 6 points. Le Sénégal, c'est 1400 milliards de déficit commercial. Ils ne produisent rien. Ils achètent tout. Le Sénégal, c'est 70% de la population dans l'agriculture qui participe à peine à 17% du produit intérieur brut. Ça veut dire qu'ils en sont encore à l'agriculture avec la machette et la houe. Quand vous prenez ces 3 indicateurs-là, c'est un quart de la population qui vit dans la région de Dakar, le Sénégal. Le Sénégal, en gros, c'est 16 millions d'habitants. Donc, un quart de la population, 4,5 millions de personnes sur 0,3% de superficie du territoire. Quand vous prenez ces indicateurs-là, vous vous rendez compte que les différentes politiques néocoloniales amenées par Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall ont conduit le pays dans une véritable voie sans issue. Donc, à travers ces indicateurs-là sur le plan économique, pour moi, le président sénégalais n'a plus de marge de manœuvre. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la montée énorme du chômage des jeunes. C'est la montée de la pauvreté. C'est les terroirs qui ne sont pas construits. Parce qu'on peut se donner une espérance au Sénégal, espérer trouver un travail, espérer trouver une compagne, espérer faire de bonnes études, espérer se soigner. Il faut venir dans la région de Dakar. C'est là-bas, à la limite, où est concentré, entre guillemets, le développement sénégalais. Et les autres, alors, qu'est-ce qu'ils font? Les tensions ont repris en Casamance. L'armée a perdu quelques hommes il y a quelques semaines. La guerre a repris. Vous voyez donc que des présidents véritablement qui ont des politiques, qui ne sont pas des politiques pensées par eux, qui ne sont pas des politiques pour le peuple, conduisent à des situations comme ça, où un incident, entre guillemets même un fait divers, ou bien une trahison politique, ou une politique même de caniveau d'un adversaire, amène la population à se libérer. Donc quand on regarde ça, on se pose des questions. Quels sont les ressorts sur le plan économique? Parce que oui, je voyais aujourd'hui l'expliquer M. Macky Sall, que j'utiliserai tous les moyens dont la Constitution m'en donne le droit. Et puis faisait entrer les véhicules blindés et les chars. C'est un pays où il y a bulletin unique, où il y a tous les déshydratats, comment je vais dire, de modifications que nos promotions veulent. Hein. C'est compris dans le code électoral. Hein. C'est sans plus le meilleur code électoral. Donc, si des gens n'ont pas de projet sérieux, on en arrive là-dessus. Alors, est-ce les politiques aujourd'hui qui sont mises en route au Sénégal qui font problème, ou alors il est purement et simplement question d'éliminer un adversaire politique? Je crois que le cas de ce député nous intéresse beaucoup au PCRN parce que c'est un ancien candidat à la présidentielle qui est sorti 3e. C'est un jeune, c'est un député. Il y a des similitudes avec notre président. Et lorsqu'on voit tout ce qui est mis en œuvre pour lui barrer le chemin de la présidentielle, ça nous inscrit sur c'est ces jeunes-là qu'on a pu mettre en route. Il a suffi d'un seul appel pour que ces jeunes se mettent en route. Il a eu
15,67% à la dernière élection, élu par 687 personnes. Mais vous avez vu le nombre de gens qu'il a pu mettre en route. C'est un travail qui se prépare. Lorsqu'on est un responsable politique et qu'on a la légitimité, ça se ressent. Bien sûr. Je crois qu'il a tout simplement été sous-estimé par ses adversaires politiques qui en avaient déjà éliminé plusieurs et qui pensaient faire de lui une simple bouchée. Mais la mal leur en a pris et les choses se sont corsées plutôt. Alors, les choses se sont malheureusement corsées au Sénégal, des maisons de ministres mises à sac, mais également incendiées, des véhicules saccagés, la rue pratiquement en état de siège par ces jeunes pour la cause d'un homme, Ousmane Sonko. C'est un opposant, il est contre le système de Macky Sall. Est-ce qu'on en veut véritablement à cet individu ou alors à sa volonté de vouloir révolutionner la classe politique sénégalaise? Vous savez, ce que souffre M. Sonko aujourd'hui n'est pas loin de ce qu'ont souffert quelques grandes figures de l'opposition camerounaise et africaine en général. Parce que vous allez vous souvenir que en 92, le chairman lui-même avait subi la même pression. Il avait été embastillé dans sa maison pendant plus de 90 jours. Aujourd'hui, il est arrivé à M. Sonko un procès qui véritablement est un procès politique, disons-le. Parce que comme on a pu le constater avec le représentant du PCN tout à l'heure, M. Strauss-Kahn avait subi la même chose. Et puis à la fin, c'est la dame qui était venue demander pardon en disant que non, effectivement, elle avait été montée contre M. Strauss-Kahn. Non, c'est faux. Écoutez. Au contraire, c'est M. Strauss-Kahn qui a négocié. Voilà. C'est M. Strauss-Kahn qui en effet été avéré. Il a négocié parce qu'aux États-Unis, c'est possible de négocier avec la partie adverse. Allons-y. Voilà, En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu. non, moi. On va y revenir. Quel aurait Merci été beaucoup. Allons-y. Je le dis parce que j'ai suivi cette actualité de très près. Cette actualité m'avait particulièrement... Je ne veux pas qu'on reste là-dessus, ça c'est pas le plus important. Elle s'appelle Fadimatou Diallo. Nafissatou Diallo, pardon. Alors, elle était allée... Là n'est pas la question. La question est sur le Sénégal, s'il vous plaît. Je ne veux pas qu'on sorte dessus. Parce qu'il ne faut pas que les gens parlent. Non, là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir si aujourd'hui, M. Sonko paye le prix de sa bravoure, de sa technique à convaincre, à discuter avec les jeunes. Véritablement, c'est le travail que tous les leaders, les nouveaux leaders africains devraient faire. Et c'est ça, effectivement, c'est à ça que nous, au SDF, nous appelons les jeunes au Cameroun, à véritablement s'investir dans la politique et surtout s'identifier à un véritable leader. Parce que vous voyez, si ces jeunes ne s'étaient pas identifiés à M. Sonko, jamais ils ne se retrouveraient dans la rue pour demander sa libération. Là, on est clair. Alors, ils ont d'ailleurs obtenu la libération de M. Sonko. Effectivement, c'est pour ça qu'il dit que nous invitons donc, avec l'exemple du Sénégal, les jeunes du Cameroun à s'identifier à des leaders qui puissent leur apporter un véritable changement, comme ce que nous leur proposons tous les jours, afin de nous libérer nous-mêmes de l'oppresseur qui est le parti au pouvoir. Le cas du Sénégal, nous avons en face M. Macky Sall, qui hier présentait le caractère d'un homme instruit, d'un très grand intellectuel, de celui qui pouvait apporter une certaine stabilité au Sénégal. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que tous ces pays, tous ces leaders ou bien tous ces chefs d'État qui sont dictés par la France, dont la gestion des affaires publiques est dictée par la France, finissent à avoir le même calendrier pour leur peuple. Et nous, aujourd'hui, nous demandons au peuple camerounais de s'inspirer de cet exemple de M. Sonko et de suivre un leader auquel il s'identifie véritablement. Des jeunes comme nous, qui leur parlons tous les jours, parce que nous croyons à un projet, nous pensons qu'ensemble, nous pouvons réaliser mieux que ce que font actuellement les jeunes au Sénégal. Alors, Patrick Foué, sur la question, est-ce que face
à la furie, face à la détermination des jeunes, le gouvernement en place aurait pu gérer la situation différemment? Écoutez, je ne répondrai pas directement, je répondrai indirectement à votre question. Ça ne ressemble même pas à un cas qui est camerounais. Oui, parce que il y a un certain nombre de parallèles justement que je souhaiterais établir. C'est pour ça que je dis que je répondrai indirectement à votre question. Ousmane Sonko, c'est un ancien inspecteur des impôts. Il a été radié de la fonction publique sénégalaise parce que c'était un opposant. J'aimerais signaler à ceux qui nous regardent qu'au Cameroun, le gouvernement recrute des MRCistes tous les jours. Tous les jours. Ce n'est pas un point de détail. Non, ce n'est pas un point de détail. Ailleurs, quand vous êtes opposant, on vous radie de la fonction publique. Et si vous pouvez... Oui, non. Ici, vous pouvez être opposant, vous êtes un Camerounais comme un autre. Si un concours de recrutement est ouvert, vous avez vos chances. C'est important de le dire. Parce que tout le temps, on nous dit quand il y a une situation que X pays parle au Cameroun. Donc moi, j'insiste sur ce point-là. Sonko a été radié parce qu'il dénonçait des irrégularités au niveau de la fiscalité. C'est pas parce qu'il était opposant. Mais c'est un fonctionnaire et on lui a reproché son absence de devoir de réserve. Vous ne pouvez pas dire que c'est parce qu'il était opposant qu'on l'a mis de côté. Écoutez, vous pensez que s'il n'était pas opposant, le fait qu'il ait violé son devoir de réserve lui aurait valu sa radiation? Il avait dénoncé des irrégularités dans la pratique au niveau de l'administration. Ça n'a rien à voir avec la politique. Non, écoutez, soyez sérieux. Vous connaissez le code du travail au Cameroun. Vous pensez que parce que vous avez manqué à votre devoir de réserve, vous pouvez être radié de la fonction publique? Merci d'avoir apporté cette précision. Oui, je vais aller au bout de cet élément-là. Vous ne pouvez pas être radié de la fonction publique au Cameroun parce que vous avez manqué. Non, je voudrais que vous reveniez à ma préoccupation. Le gouvernement avait-il la possibilité de gérer la situation autrement? Ces jeunes étaient déterminés à obtenir coûte que va la libération de leur leader. Je vais y arriver. On a mis à sac tout le pays pratiquement. Je vais y arriver. On n'a pas mis à sac tout le pays. Second élément, à côté de cet élément-là, Ousmane Sonko, quand il a été placé sous contrôle judiciaire, donc libéré, a fait un discours. Et moi, il y a un élément de ce discours qui m'a particulièrement intéressé, c'est qu'il a dit à ses partisans et à tous ceux qui avaient pris la rue, je ne vous demande pas de chercher à faire partie Macky Sall du pouvoir. Et moi je dis, Sonko parle à Kamto. Pourquoi le parler? Pourquoi il parle à Kamto? On ne parle pas des gens qui ne sont pas là. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Pourquoi Sonko parle à Kamto? Pourquoi pensez-vous qu'il devrait parler à M. Kamto? Pourquoi Sonko parle à Kamto? Parce que dans ce pays, nous on a un opposant qui n'a pas remporté l'élection présidentielle, mais qui a demandé à ses partisans de prendre la rue pour aller faire partir un président légitime. Là, vous avez un opposant qui est un opposant responsable, qui avait même pris l'avantage de la situation parce que ses partisans, par centaines de milliers, étaient dans la rue. Et lui, il tient un discours d'apaisement en leur disant, il y a un mécanisme pour accéder au pouvoir, c'est l'élection, et je crois que là-bas c'est 2024, donc il leur a dit, nous on attend 2024, en 2024 nous serons prêts pour l'élection. Il n'y a pas un autre mécanisme pour accéder au pouvoir. C'est pour ça que je dis, Sonko parle à Kamto. Donc, s'il vous plaît, c'est pas vous qui avez la parole. Je suis désolé pour vous, c'est un fait. Vous pouvez dire que c'est faux, mais c'est un fait. Ouais. Dans ce pays, si on avait été au Cameroun, Kamto se serait précipité pour dire à ses partisans, allons-y, la voie est libre, il faut créer un soulèvement qui va contraindre le gouvernement à tomber. Donc là-bas, il a dit, non, il y a un mécanisme, et moi je suis un démocrate. Et moi je salue cette attitude qui est une attitude républicaine parce que vous avez un responsable de l'opposition qui dit je ne sortirai pas du jeu républicain
C'est-à-dire que je n'obtiendrai pas le pouvoir par un autre mécanisme que le mécanisme légal par lequel je peux espérer y accéder. Et ça, il faut que les Camerounais comprennent qu'il y a des mécanismes par lesquels on obtient le suffrage des Camerounais et on accède à la magistrature suprême. Merci et il beaucoup, faut que les Camerounais comprennent qu'il n'y a pas un mécanisme. Oui, oui. Les Camerounais de façon globale, c'est la même chose. Alors, Abel Imile, s'il vous plaît. Moi, s'il vous plaît. Vous voulez m'insulter? Donc, je pense que ce sont les deux éléments qui sont des éléments essentiels ici. Sonko parle à Kamto et le Cameroun parle au Sénégal. Abel Imile, est-ce que ces quatre figures évoquées par monsieur ou docteur Ifoué sont des éléments à mettre sur le débat aujourd'hui? Est-ce que le Sénégal a parlé au Cameroun ou c'est le Cameroun qui a parlé au Sénégal? Le Sénégal parle à l'Afrique dans la mesure où nous nous rendons compte que les gens arrivent au pouvoir et après ils ne sont pas des démocrates. Alors qu'ils ont consacré 20 ans, 30 ans de leur vie à lutter, entre guillemets, pour des principes. Il ne faut pas oublier qui est Macky Sall. Macky Sall vient du PDS d'Abdoulaye Wade. Macky Sall n'est pas arrivé comme ça. C'est un ancien militant du PDS. Il fait partie des enfants chéris d'Abdoulaye Wade. Quand nous, on était étudiants au Sénégal, c'est le Macky Sall qui faisait la lutte d'Abdoulaye Wade. Il est donc comme le Guinéen Alpha Condé. C'est des gens qui ont consacré leur lutte, leur vie à la lutte, je pensais, pour certaines valeurs. On se rend compte que quand ces gens arrivent au pouvoir, ils sont même parfois pires que ceux qu'on a combattus. Et c'est très dangereux pour les luttes qui n'ont pas encore abouti. C'est très dangereux pour les générations à venir. Pourquoi ce sont les anciens opposants qui, quand ils arrivent aux affaires, font la politique la plus immorale possible, font la politique la plus intrigante possible, parce que tous ces problèmes-là ne seraient pas survenus s'il n'y avait pas une dynamique immorale d'éjection ou d'éviction d'un acteur politique qu'on considère comme dangereux. Quand vous avez lu la lettre d'Abdoulaye Wade à Macky Sall, il lui rappelle plusieurs fois que même Abdou Diouf n'a pas cherché à l'éliminer, lui, Abdoulaye Wade. C'est extraordinaire. Les opposants arrivent au pouvoir, ils changent les constitutions. Les opposants arrivent au pouvoir, ils violent la limitation des mandats pour lesquels ils se sont battus. Les opposants sont chaque fois en train de faire ce que Mandela a dit. Quand l'espoir arrive au pouvoir, il peut perdre son charme. Oui. Les gens incarnent des espoirs. Abdoulaye Wade lui-même est une trahison de la jeunesse africaine. Nous, si vous y pouvez imaginer que quand j'étais étudiant au Sénégal, j'étais plus proche du PDS, alors que je suis un homme de gauche a priori. Mais je n'étais pas proche du Parti socialiste sénégalais. Parce que Abdoulaye Wade et le PDS régnaient sur le monde estudiantin africain, pas seulement sénégalais. Mais c'est Abdoulaye Wade qui voulait tripatouiller pour se maintenir au pouvoir. Pour mettre son fils au pouvoir. Des valeurs pour lesquelles, si on nous avait dit que Abdoulaye Wade, arrivé au pouvoir, pouvait être ce type d'acteur, on n'aurait jamais suivi Abdoulaye Wade de toute notre jeunesse. Donc nous avons un problème qui nous rappelle tous les jours que
les démocraties sont fragiles. Et que la démocratie n'est pas une culture individuelle, c'est une culture de société. Est-ce que nos sociétés sont démocratiques? Quand vous voyez comment les gens gèrent les partis politiques ici, vous voyez comment on élimine les gens à l'intérieur des partis de l'opposition. On voit Madame Elisabeth Tamandion qui commence à monter. On crée une affaire. Boum! On la pousse à la démission. Aussi, Nietzsche qui était ensemble pour éliminer Elisabeth Tamandion, les voilà qui se battent pour s'éliminer. Quel rapprochement avec tous ces sujets? La culture démocratique, la moralisation de la vie politique, l'ancrage aux valeurs qu'on prétend incarner dans une phase de la vie et qu'on trahit quand on est à une autre phase. Qui pouvait imaginer que Alpha Condé arrivé au pouvoir, quelqu'un qui a lutté toute sa vie, Dieu seul sait que Alpha Condé a incarné nos aspirations contre la dictature de Sékou Touré, de Lansana Conté et les autres. C'est Alpha Condé qui arrive au pouvoir, il ne veut plus partir, l'alternance n'est plus bien, on modifie les constitutions, on tourne. C'est ça qui amène l'opposition à perdre de sa crédibilité. Et les sociétés finissent par dire, et c'est récurrent, on l'entend très souvent au Cameroun, que si vous arrivez au pouvoir, vous n'allez même pas être pipi. Dans les partis d'opposition, on vole. C'est ça. J'étais dans le SDF, on donne à quelqu'un 2,5 millions que va donner ça au chairman ici, il vole ça. J'étais dans l'opposition, quelqu'un part au trésor, il prend la caution des candidats, 3 millions, ils vont tout. Et on le pousse au tribunal, et ce sont les militants du parti qui partent. Quel enseignement on doit pouvoir retenir? Abel, qu'est-ce qu'on doit pouvoir retenir? C'est-à-dire que quand on a fini de faire des choses comme ça, les gens nous voient. Ils nous écoutent en campagne électorale. Ils votent Paul Biya. Merci beaucoup, Abel. On a très peu de temps. On a très peu de temps. Il nous reste à peu près 7 minutes. Et c'est ce que Macky Sall est en train de nous dire. S'il vous plaît, merci beaucoup. Que Macky Sall a refusé la réforme de l'Assemblée nationale sur Abdoulaye Wade. C'était comme ça que leur clash a commencé. Le voilà qui veut bloquer un processus électoral parce qu'il voit venir. Alors, il nous reste très peu de temps. On va pouvoir consacrer ce temps au SMS, 7 minutes seulement. Si je donne 1 minute à chacun de vous, vous allez être très prolixe. Je vous souhaiterais pas prolixe, mais si vous me garantissez que chacun de vous prendra à peu près 45 secondes pour essayer d'être le plus conséquent possible, qu'est-ce qu'on doit aujourd'hui retenir de la situation sénégalaise en 2-3 mots? En 2-3 mots, il faut retenir déjà que les alternances ne donnent pas le bonheur. C'est-à-dire le fait d'avoir, au bout de 30-40 ans, avoir changé 7, 8, 9 présidents, ça ne rend pas heureux. Il n'y a aucun code électoral qui rend heureux. Un certain type de discours, il faut changer, comment je vais dire, que la pratique du pouvoir et changer les orientations économiques dans nos pays. Nous sommes des comptoirs coloniaux. Il faut se battre pour des souverainetés réelles. D'accord. Vincent Yédé, le Sénégal, aujourd'hui, on ne va pas dire la croix des chemins, mais le Sénégal vient de passer 5 graves jours, des jours quand même marquants de son histoire. Oui, comme je l'ai dit là tout à l'heure sur ce sujet, je dis le PCRN observe. Vous savez, nous sommes nouveaux sur la scène politique nationale et africaine. On observe et nous notons les erreurs de ceux qui nous précèdent pour éviter de les reproduire à notre niveau. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors Ismaël, il faut éviter de tomber dans certaines dérives. Il faut davantage garantir la perpétuation d'une démocratie. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que l'alternance dans un pays est toujours importante parce que si jamais Macky Sall n'avait pas été porté au pouvoir, on n'aurait jamais pu voir ce côté ourdi de lui-même. Alors, les exemples que votre consultant a cités tout à l'heure, nous pensons au SDF que l'alternance garantit véritablement une certaine dynamique au sein de la nation et ça permet d'ouvrir
le peuple a un certain nombre de challenges. Et il fallait surtout rappeler que, puisque nous avons remarqué sur ce plateau que le SDF c'est le seul parti qui a été le plus cité, c'est donc le parti qui porte espoir dans le cœur des Camerounais et des panélistes ici. Est-ce qu'on doit pouvoir dire qu'il y a une nouvelle perspective qui s'ouvre au Sénégal avec ce qui vient de se produire? Écoutez, moi je suis Camerounais, je préfère mettre la situation en perspective avec ce qui se passe chez nous. Les Camerounais doivent comprendre, et c'est un aphorisme que nous utilisons tout le temps, qu'un tien vaut mieux que deux tueras. Les opposants démocrates d'aujourd'hui sont souvent les potentats de demain. Et le Sénégal en est une illustration patente. Donc il vaut mieux que les Camerounais continuent à massivement voter le RDPC. On ne fait pas de propagande politique ce soir, Abel. On prend aux élections. Oui, 2-3 mots. Vraiment, on ne va pas long discours. L'alternance est un catalyseur du dynamisme social. Il vaut mieux qu'il y ait une culture de l'alternance. On se rend compte que même des pays totalitaires, comme la Chine, a créé les conditions pour que sa vie politique interne à l'intérieur du Parti communiste chinois soit caractérisée par une dynamique de changement des acteurs. D'accord, merci. Donc, Deng Xiaoping, Deng Xiaoping, ainsi de suite, ainsi de suite. Et chaque leader du Parti communiste qui arrive amène un souffle nouveau. Merci beaucoup. On va prendre le SMS des téléspectateurs. Ce premier SMS de M. Njandjo Paul. Merci Abel Limbilobé. Je n'ai pas d'autres mots ce soir au vu de la démonstration que vous nous faites. Très bonne émission, une fois de plus. Abel Limbilobé a démontré sa grande connaissance des problèmes politiques. Le représentant du SDF doit surtout être humble et répercuter cette information, ce sentiment auprès de la hiérarchie du parti sur le plan politique. Cette formation politique doit se remettre en question quotidiennement. Son parti à l'heure actuelle est un gant au pied d'argile. C'est M. Dipanda. La classe politique des années de Brest a complètement échoué. Il faut qu'une nouvelle classe politique, pas nécessairement les jeunes, prenne le relais. Le représentant du SDF soupçonne tous les partis politiques d'être de connivence avec le RDPC, mais il oublie que le RDPC a donné des sénateurs à son parti dans la Damawa et puis dans l'ouest, dernièrement dans le nord-ouest du pays, dans cette région. Le RDPC avait les 20 mairies sur les 34 de la région. Donc, s'il vous plaît, SDF, il faut savoir faire la part des choses. S'il vous plaît, c'est le temps de SMS. Le SDF, le Sénégal en Afrique est un modèle de démocratie que M. Macky Sall laisse le pouvoir. C'est ce que nous dit cet autre téléspectateur. Bonsoir à tous les panélistes et aux personnels de la télévision du monde. Je suis très content que vous puissiez africaniser vos thématiques. Ce n'est pas les premiers. Je vous rappelle M. Guy qui nous écrit de Lyon en France que même si certains de vos panélistes se plaisent toujours à encourager ce qui n'y a pas lieu d'être, courage une fois de plus au consultant Abel Limbilobé qui n'arrête pas d'être pertinent et édifiant à chacune de ses sorties sur vos antennes. Bonsoir Monsieur Moutomé et à l'ensemble de votre panel. Très beau débat et merci une fois de plus à Abel Limbilobé pour une première fois. Je lui adresse mes sincères félicitations. C'est Monsieur Manga Ayaoundé qui nous envoie son message ce soir. Bonsoir à vous. Je suis Bernard Lancelot. Dans le cadre de ce programme de ce soir, très belle émission car le monsieur du RDPC nous dit que les Camerounais adhèrent à leur projet de société. Je vais bien lui poser la question pourquoi lors des élections ils sont postés à tous les virages pour donner qui 2000, qui des promesses pour les voter. Le RDPC n'a que 1000 francs ou 2000 comme programme politique. C'est Bernard qui nous envoie son message également. Bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur Kamto est davantage le caillou dans la chaussure des Camerounais.
les leaders de l'opposition aujourd'hui doivent pouvoir tout faire sans lui parce qu'il ne représente pas grand-chose, cette formation politique encore moins. Bonsoir, laissons les intérêts partisans du RDPC. L'opposition fait son travail. On demande au gouvernement de réduire le train de vie de l'État, je ne comprends pas pourquoi, et se permettre de débloquer 5 milliards d'achats de véhicules. Où est le peuple? Alain de Boumniebel, c'est pas forcément le sujet ce soir. Bonsoir à le panel. Alors, je prendrai pas la première partie du message parce que c'est à l'endroit, c'est insultant à l'endroit du docteur Patrick Rifoué. Je comprends leur acharnement, il comprend l'acharnement du RDPC sur le MRC et surtout sur son leader. Quel est le parti que l'on où l'on n'enregistre pas de démission, les 300 partis politiques ne sont pas sont les émanations du RDPC. Demandez également au monsieur du PCRN de ne pas forcément tout jeter sur la faute des autres. Hein. Ils sont davantage leurs propres les responsables de leurs propres manquements, puisque les jeunes ne sont pas des acteurs véritablement politiques. C'est ce qu'il dit. Son leader fait la politique de l'intérêt, c'est ce que nous dit ce téléspectateur. Bonsoir, l'opposition n'a pas les moyens de leur politique. Tous sont des aventuriers. On va en politique avec un discours de construction et non de destruction. Si déjà, dans leur propre fief au camp, ils sont battus par le RDPC, comment voulez-vous qu'ils gagnent ailleurs? Que tous ces opposants rentrent purement simplement dans le RDPC. Également, qui nous arrive. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci, c'est un message qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir fait le tour de la question sénégalaise. Ben, nous en voulons davantage autour de cette question sénégalaise. Merci également de nous avoir prêté de votre temps ce soir. Plusieurs autres SMS continuent d'arriver. Nous ne pourrons malheureusement pas continuer à lire ces SMS. Le temps imparti à ce programme est largement arrivé à son terme. Bonsoir à le panel. Moi, je pense que les forces... Alors, je pense désormais que les leaders des partis politiques doivent retenir que les peuples détiennent le pouvoir en démocratie. Je réponds au nom de Djibrila Bagoudou du nord du Cameroun. C'est donc une autre réaction qui nous a été envoyée ce soir par ce téléspectateur. Messieurs, dames à la maison, merci. Merci à tous ceux qui nous ont écrit sur la plateforme Facebook. Ils sont très nombreux à continuer à commenter les sorties ou les réactions des uns et des autres sur ce panel ce soir. Merci au docteur Rifoué qui a représenté le RDPC ce soir, Vincent Yédé, le PCRN, le LMPT représenté par Bertrand Tatsinda. Merci encore, monsieur Bertrand. Merci également à Ismaël donc d'avoir été des nôtres dans le cadre de cet échange de ce soir. Abel Imbilobé, on espère vous retrouver ce mercredi. On parlera de toute autre chose, Abel. Merci encore à vous tous, mesdames, messieurs. Merci à l'équipe technique, à la direction générale, à tous ces inconditionnels de l'événement du monde. Prenons rendez-vous donc ce mercredi 21h. Bonsoir à toutes et à tous.